Au coin! T'es encore en retard? Tu sors. Reviens dans 1 heure. Et à l'heure? Il s'est encore tapé 1 heure de colle. Ça suffit, on arrête de jouer. Tous en rang. On se tient par la main. On avance, allez. Allez, vite, vite, ça traîne derrière. Allez. Le matin, ils sont tous endormis. Et en fin de journée, ils écoutent plus rien. Apparemment, à chaque cours de PS, ils se faisaient tabasser dans les vestiaires. Il n'a jamais la moyenne, verre de bleu. C'est un bon arrêt. Tout le monde sait que dans ce collège, ça fait des années qu'on signe à des tas de raquettes. Il a la boule au ventre tous les jours avant d'aller à l'école. Salut à tous, salut, bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Radio Libertarien, une émission où on vous donne notre point de vue libertarien sur un thème que l'on va approfondir en détail. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de l'éducation nationale. Nous sommes deux pour vous présenter ce thème. Il y a donc moi-même, JS en Liberté, et avec moi, nous avons l'honneur d'être en compagnie de Ellie. Salut Ellie. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver ce soir, très content de parler d'éducation. Oui, on aime parler d'éducation. Donc Ellie, fondateur de Radio Libertarien, rien que ça. Comment ça va Ellie ce soir? Écoute, ça va bien et toi? Est-ce que tu es prêt à envoyer une bombe atomique sur l'éducation nationale ce soir? Non, moi je suis gentil, je ne fais pas ce genre de choses. Ah, c'est pas ton genre. Bah, écoute, je vais te pousser dans tes retranchements. On va voir, non. Parce que c'est quand même un peu le projet de ce soir. Alors, donc le thème, c'est l'éducation nationale. Nous avons appelé notre sujet du jour, l'éducation nationale, un tableau noir. Ce tableau noir, ce fameux tableau noir intégré dans la sacro-sainte éducation républicaine en 1835 avec la loi Guizot. Et 2 siècles après, il est toujours là, toujours présent devant tous les élèves. Assurément, c'est une super invention, c'est sûr. À moins qu'il y ait une autre raison peut-être. Eh bien, la réponse aujourd'hui. Alors, je vous propose, comme petite intro, déjà, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Donc, l'idée, c'est que on va vous faire... excusez-moi, je crois que j'avais eu un tableau noir pour le coup. Désolé. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que on va vous présenter notre point de vue libertarien en 2 points. D'abord, on va donner nos principales critiques sur l'éducation nationale. Et ensuite, deuxième point, on va vous donner des solutions. Il y a des alternatives à l'éducation nationale telle qu'on la connaît. Et donc ensuite, on passera à la foire aux questions. Bonsoir Virginie. Donc, si vous avez des questions en cours de route sur ce dont on est en train de parler, on essaiera autant que possible d'y répondre sur le moment. Et par contre, si vous avez des questions un peu plus générales ou qui traitent de points sur lesquels on n'est pas en train de parler dans la présentation, vous pourrez les poser à la fois aux questions à la fin. On sera un plaisir d'en discuter. Voilà. Donc je propose que pour commencer, on explique peut-être ce terme d'éducation. On entend souvent le terme éducation ou instruction. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux, Ellie? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a une différence qui est importante, effectivement, il n'est pas anodin qu'on soit passé du terme instruction à éducation. C'est-à-dire qu'éducation, c'est plus global, c'est plus large que simplement l'instruction. Si vous êtes dans l'instruction, vous êtes simplement dans l'idée de transmettre un certain nombre de connaissances. Si vous êtes dans l'éducation, ça va un peu plus loin. Vous transmettez des connaissances, mais aussi, et peut-être et surtout, un certain nombre de valeurs, un certain état d'esprit. Si on prenait sous un angle un peu sociologique, Bourdieu parlerait sûrement d'habitus. Donc c'est ça, cette idée que ça va au-delà de la simple transmission de connaissances, c'est une manière d'être, de se tenir, de se comporter, etc. Et qui, pour nous, fait partie des problèmes de l'éducation nationale, justement.
Ok, ok. Oui, justement, ouais, ce fameux terme d'éducation, dont l'origine historique, l'expression éducation universelle obligatoire, c'est une expression qui a été utilisée pour la première fois lors de la Révolution française, car c'est au moment de la Révolution française, en l'occurrence même, pour être plus précis, en 1791, que les républicains l'ont instauré pour la première fois, bien évidemment dans une volonté de la République d'anéantir toute idée contre-révolutionnaire, hein, avec cet anticléricalisme typique, et une volonté égalitariste et d'universalisme républicain. Voilà. Ensuite, avec la chute de la République, tout ça, ça a été arrêté, et ça a été rétabli par Napoléon qui a donné vraiment l'aspect tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein, en grande partie. Et ensuite, après Napoléon, ça a encore été arrêté, et c'est revenu avec toujours la volonté des républicains d'instaurer cette fois-ci ce qu'ils appellent une instruction obligatoire, avec Jules Ferry en 1881-1882 par ses lois, qui a instauré l'instruction obligatoire. Et donc, comme je dis, dans cette idée républicaine, anticléricaliste, laïciste pour le coup. Et à cette époque-là, en plus de ce côté laïque, il y avait bien évidemment toujours le côté typiquement républicain, égalitariste qu'on retrouvait à nouveau, universaliste, comme quoi il fallait que tous les enfants y passent, et cette idée aussi que c'était après la défaite de la France face à la Prusse à la guerre de 1870, et donc la Prusse qui était vraiment le pays qui avait mis en avant l'éducation obligatoire, tout à coup ça apparaissait comme la solution à tous les problèmes. Il faut passer par là, dans un but d'avoir un peuple qui est un peuple de fervents nationalistes. Si vous voulez, j'ai des citations qui sont très parlantes à ce niveau-là. J'ai notamment une citation, hop, excusez-moi, je ne sais pas que je la retrouve, une citation de Paul Bert, que vous connaissez peut-être pas. Paul Bert, hop. Donc Paul Bert, qui était en fait ministre de l'instruction publique à peu près juste avant Ferry. Et donc il nous disait: l'école publique est notre église laïque à nous, où l'on enseigne des vérités scientifiques et démontrables, où l'on enseigne les vertus civiques et la religion de la patrie. Voilà, ça je pense que c'est assez parlant. Et après, on a une citation de Gambetta, donc, qui met l'accent sur le côté nationaliste. Il nous dit, je cite: « Si l'instituteur prussien a gagné la dernière guerre, c'est à l'instituteur français de gagner la prochaine. » Donc on sent bien quand même, déjà, dès les origines, qu'il y avait vraiment cette idée de créer une espèce d'armée civile, de gens qui sont prêts finalement à tout donner pour l'État, quoi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Elie, sur ces points-là. Sur le plan historique, je te laisse. Moi, ce sera plutôt sur la partie aujourd'hui que j'aurai des choses à dire. Ok, alors je vois dans le chat qu'on nous dit qu'il y aurait des problèmes de son. Donc sur ce, je vous propose qu'on passe aux critiques que l'on a à faire de l'éducation nationale. Donc c'est des critiques, on a établi 3 points. 3 points névralgiques de critique. Et je vous propose qu'on regarde une petite vidéo pour introduire la toute première. Comme d'habitude, la gauche utilise l'école comme un centre privilégié de propagande. Elle y déverse sans complexe ni retenue ses conceptions du monde, de la France, de l'amour, des relations entre les hommes et les femmes, avec une bonne conscience en acier. Non sono pochi oggi nel mondo che affrontano i problemi. Voilà. Alors, l'éducation nationale, une usine à propagande, qu'est-ce que t'en penses, Elie ? Oui, si on devait répondre simplement, rapidement, oui. Pour une raison simple, hein, c'est que l'éducation nationale, comme son nom l'indique, c'est un monopole public. Donc tout vient d'en haut.
tout vient du ministère de l'Éducation nationale, et en particulier le contenu, ce qui doit être appris, et la manière dont ça doit être appris. Et si vous n'êtes pas d'accord avec un de ces deux points, vous n'avez pas le choix. Je veux dire, les établissements privés hors contrat en France, c'est ultra minoritaire, très cher, vous n'avez pas de crédit d'impôt si vous y allez. Donc concrètement, aujourd'hui, en tout cas statistiquement, oui, l'éducation nationale est une usine à propagande. Tu l'as bien évoqué, hein, historiquement, c'était déjà un petit peu son rôle. On l'a dit aussi, on parle bien d'éducation nationale et pas d'instruction nationale. Donc on voit qu'il y a vraiment un but, non seulement de transmettre des connaissances, mais surtout un certain nombre de valeurs, un certain état d'esprit. Et je pense qu'on va y revenir, mais je pense qu'on peut dire que oui, l'éducation nationale est assimilable à une gigantesque usine de propagande. Oui, effectivement, notre première critique globalement, c'est que l'État est un monopole. Il a saisi le monopole sur le curriculum. Le curriculum est littéralement imposé. Quelle influence est-ce qu'on a réellement sur ce curriculum? C'est plus que discutable. Or, on sait que la valeur est subjective, et donc ça n'a pas de sens fondamentalement d'imposer un curriculum qui satisfait qui correspond à qui. Bien évidemment, comme il est choisi par l'État, je vous laisse deviner qu'est-ce qui l'arrange. Comme dit Bastia, un curriculum imposé pour l'éducation, mais dans ce cas-là, pourquoi pas une presse unitaire imposée par l'État? Pourquoi pas aller au bout des choses? Et la presse, c'est pareil finalement. La presse, c'est aussi des idées, c'est aussi des débats intellectuels. Donc pourquoi est-ce que l'État n'imposerait pas absolument tout ce qui doit être écrit dans les journaux et tout ce qu'on peut lire? Ça reviendrait exactement au même, et ce serait même encore moins pire parce que on ne touche pas au cerveau d'enfants qui n'ont pas une vision globale du monde. Donc voilà. La presse unitaire imposée par l'État, déjà, je pense que la plupart des gens trouvent ça assez répulsif. Alors ce curriculum imposé de ce qu'on doit savoir, je pense que c'est pas mal aussi. Bon, cela dit, on va peut-être pas s'écarter parce que c'est un autre sujet, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a quasiment un monopole public aussi sur la presse, hein, quand tu vois la proportion de journaux qui sont très très largement subventionnés. C'est sûr, hein, quand 50% de ton chiffre d'affaires vient de subvention, c'est compliqué de tenir un message même vaguement libéral. Mais bon, c'est un autre sujet, donc on va essayer de ne pas s'écarter. Mais effectivement, tu l'as dit, c'est encore plus gênant pour moi d'avoir ce monopole sur l'éducation parce qu'on s'adresse à des enfants, à des adolescents, des gens qui n'ont pas forcément encore le bagage intellectuel qui leur permet de remettre en cause certaines choses. C'est sûr qu'avec une éducation nationale et que des gens qui sont fonctionnaires, tu as moins de chances de lire des théories comme celles développées par les auteurs de l'école autrichienne que par des auteurs qui vont être marxistes ou keynésiens ou autres. Parce que bien évidemment, quand tu es fonctionnaire, tu n'as pas envie qu'il y ait des gens qui se réveillent un matin et qui aient envie de renverser l'État. C'est assez logique, hein, mais bon, c'est comme ça. Oui, effectivement. J'ai essayé de baisser mon son aussi parce que Vadim me disait que c'était un peu élevé. Je vous laisse me dire si c'est mieux comme ça ou pas. Donc s'il faut que je baisse plus. Ouais, moi j'ai aussi débranché un truc qui pouvait prendre un peu de jus. Donc j'espère que ça devrait améliorer aussi peut-être un poil les choses. Je me suis déconnecté en fait en tant que GS sans liberté. Donc si vous voyez des commentaires de la part de Radio Libertarien, en fait c'est moi. Voilà, c'est JS. Et puis Eddie c'est Lagging Guy. Ouais, exactement. Voilà. En espérant que ça marche bien, mais par contre ça fait que j'ai pas vraiment de retour. Donc vraiment n'hésitez pas à nous dire s'il y a un souci. On lit le chat. Voilà, donc effectivement, le problème de la fonction publique, ça devient un système de la fonction publique, et les profs ont le statut de la fonction publique. De ce fait, il n'y a aucun contrôle externe sur eux. Je veux dire, s'ils ne plaisent pas aux parents d'élèves, s'ils ne plaisent pas aux élèves, il n'y a aucun moyen que les choses changent. Ces gens sont quasiment impossibles à détrôner. Et donc ça fait que les profs, et globalement les gens qui travaillent dans le système d'éducation nationale, ont tous les attributs pour créer une tyrannie. Et pour reprendre les termes de Rothbard, ce sont, grâce au statut de la fonction publique, des souverains absolus et quasi perpétuels. Je pense qu'on connaît tous, on a tous connu ces profs qui
qui criait sur les enfants, qui les martyrisait. Et les choses n'ont jamais changé. Ils étaient toujours là. Chaque année, les élèves avaient peur d'être dans la classe de tel prof, etc. Et les choses ne changent pas. Les choses ne bougent pas. Et ça, honnêtement, c'est la tyrannie, quoi. C'est la tyrannie, et ça fait d'ailleurs que les gens qui veulent être des tyrans, ils sont attirés par ce genre de métier, quoi. Alors qu'à la base, ils n'ont rien à faire dans le métier de prof, mais si on leur offre la possibilité de maltraiter des enfants, moi, je dis pas du tout que tous les profs sont comme ça, hein. Mais malheureusement, ça ouvre cette possibilité. Oui, ça ouvre à une critique qui est un peu plus globale et même peut-être un peu plus classique du monopole de l'éducation nationale, c'est en termes d'efficacité. Effectivement, là, c'est l'État qui choisit complètement comment on choisit les profs, selon des critères qui sont quand même assez contestables, je dirais. Peut-être que vous, en tant que parent, vous aimeriez bien que vos profs ils soient davantage évalués sur leur capacité à transmettre des connaissances, sur la pédagogie, plutôt que les connaissances qu'ils ont. Peut-être que vous voudriez qu'ils soient recrutés après plusieurs entretiens, je ne sais pas. Enfin bref, on peut imaginer plein de choses qui peuvent être améliorées dans le recrutement des profs. On peut les imaginer, mais avec un système libre, privé, ouvert sur la concurrence. Aujourd'hui, c'est pas possible. On laisse le soin à l'État de décider entièrement qui est recruté et comment. Ça, évidemment, c'est une atteinte terrible, je trouve, à la liberté individuelle. C'est clair. On peut d'ailleurs continuer la critique du monopole en termes d'efficacité. On dit tous les ans, tous les 5 ans plutôt, le classement PISA qui est sorti, la France descend encore, les élèves sont nuls en maths, ils sont nuls en machin et tout. Bah oui, mais en même temps, on a un système qui est bureaucratique, qui est monopolistique. Ça saurait, hein, si le monopole c'était la meilleure manière d'avoir des bons résultats. Il vaudrait mieux laisser en place la concurrence. Alors qu'est-ce que ça veut dire laisser en place la concurrence? C'est laisser des écoles ouvrir, qui vont tester leur propre méthode de travail, qui vont tester certaines choses. Il y en a qui vont réussir, il y en a qui vont pas réussir, mais progressivement, comme ça, on va sélectionner ce qui marche le mieux. Et petit à petit, on a ce processus de découverte qui se met en place et qui nous permet d'avoir de meilleurs résultats. Malheureusement, en France, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est tout le ministre. Tout est dessiné à Matignon ou à l'Élysée. Et il n'y a aucune place pour l'initiative privée, individuelle. C'est pas possible en France. Ouais. Et comme le précisait la petite vidéo qu'on vous a mis en intro, est-ce que tout ça, en fait, ça mène à une propagande? La réponse est oui. Et je dirais même plus, cette propagande est absolument inévitable. Et pourquoi est-ce qu'elle est inévitable? C'est parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Et ce conflit d'intérêts, c'est que les profs et tous les gens qui travaillent à l'éducation nationale gagnent leur vie grâce à l'État, et donc ils n'ont aucun intérêt à critiquer l'État. C'est comme ça. C'est comme ça que l'être humain est. On ne peut pas se permettre de critiquer la personne qui nous fait vivre. Donc les profs, peut-être qu'ils ont une petite marge, parce que parfois ils sont juste face à leurs élèves et qu'il n'y a personne pour vérifier ce qu'ils font. Mais toujours est-il qu'à la fin de l'année, il faut que les élèves ils aient appris et retenu et montré par des contrôles que le curriculum imposé, ils y ont goûté. Mais par contre, pour ce qui est des gens qui font les programmes, fondamentalement, eux, ils ont aucune marge de manœuvre. C'est l'État qui décide de tout ce qu'ils vont, de tout ce qui va être proposé et accepté. Et donc ces gens-là, pour le coup, ils n'ont vraiment aucun choix que de ne pas critiquer l'État, et donc de faire vivre cette propagande pro-étatiste. Et la conséquence de tout ça, c'est juste que tout le monde est étatiste. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe tous les jours, tous les jours. Je veux dire, tout le monde, après nos 10 ans et quelques d'école d'éducation nationale, tout le monde est étatiste. Personne ne remet en cause la présence de l'État. Tout le monde est au mieux minarchiste. Il n'y a pas d'anarchiste. Il n'y a juste pas d'anarchiste. Ou alors c'est vraiment la minorité des minorités. Et ça, en fait, c'est inévitable parce qu'on mange tous 10 ans de propagande pro-État. Que ce soit au niveau historique, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit à tous les niveaux. L'État n'est jamais critiqué, l'État n'est jamais remis en question. En tout cas, s'il est critiqué, il n'est jamais fondamentalement remis en question. Et ça, malheureusement, à partir du moment où l'État a un monopole sur l'éducation nationale, ce sera toujours comme ça. Et ça, c'est la plus grande défense et attaque de l'État. C'est une mainmise, en fait, sur la morale. C'est une mainmise sur l'idée que l'État est bon, une morale de l'agression, donc, de l'agression étatique et de l'esclavagisme. Et ça, fondamentalement,
c'est une destruction de la civilisation. Les gens ne sont plus capables d'imaginer un monde sans État. Et donc après, dans le même ordre d'idées, on a le cas de la science économique. Fais gaffe, JS, on dit dans le chat que tu as de l'écho, visiblement. Ah, Je sais j'ai pas pourquoi. Alors, j'ai l'écho. Est-ce que je Pendant que tu règles ça, je vais en profiter pour répondre aux commentaires, s'il y en a Ouais, qui sont intéressants. Il y a Udia qui me disait il y a quelques minutes, la concurrence ne suffit pas, il faut aussi mettre en place la fédération. Il n'y a aucune raison qu'une école bretonne soit identique à une école en Savoie. Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je pense que ça fait partie des choses dont on va parler plus tard. Les pays qui ont mis en place des réformes qui marchaient bien, effectivement, se sont au moins appliqués à mettre en œuvre des réformes qui fonctionnaient sur le principe de subsidiarité. On faisait toujours décider les choses à l'échelon le plus local possible. Et donc oui, il n'y a aucune raison effectivement que ce soit la même chose en Bretagne, en Savoie, au Nord-Pas-de-Calais, tout ce que tu veux. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Raiki67, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui me dit que le problème pour elle, c'est qu'on fait des débats stériles, par exemple sur les vêtements, alors que le niveau baisse. Bah voilà, avec un système fondé sur la concurrence, tu pourrais mettre une école où tes enfants dans une école, pardon, où les questions sur les vêtements ne se poseraient pas ou de manière très claire. Et comme ça, effectivement, on pourrait se concentrer sur des choses plus intéressantes et plus pertinentes. Je suis bien d'accord. Virginie qui dit, j'insiste, les parents sont responsables de leurs enfants. Oui, effectivement, c'est pas l'éducation nationale d'éduquer tes enfants, c'est bien aux parents. C'est a priori leur prérogative. Udia qui me dit aussi que c'est impossible de secouer le mammouth. Bah ouais, ça c'est sûr. Mais pas que chez les profs d'ailleurs, hein. Chez toute la population, la part des Français ne sont pas prêts, à mon avis, à remettre en cause le principe du monopole de l'éducation nationale. Je pense que la part des gens, en fait, sont convaincus que juste on met pas en place ces bonnes réformes. Ils sont convaincus, eux, d'avoir la bonne idée, si tu veux, et qu'il suffit de le mettre en place et qu'une fois qu'on l'aura imposé à tout le monde, tout marchera bien. Mais en fait, non, c'est pas si simple. En fait, personne ne sait fondamentalement, si on est dans une logique purement utilitariste, hein, bien sûr, quelles sont les meilleures méthodes d'enseignement ou les meilleures méthodes de recrutement, etc. Ça, c'est le marché qui permet de le découvrir. On ne peut pas, a priori, le deviner comme ça. Donc, c'est pour ça que avoir cette méthode dirigiste, je dirais planifiée par le ministère, est aussi inefficace, et c'est ce qui fait qu'année après année, malheureusement, le niveau baisse. Faites-moi signe s'il y a encore de l'écho. En fait, les gens, ils disaient ça, mais c'est une blague, ils voulaient juste m'entendre moi parler, ils voulaient plus t'entendre. Je pense que c'est pour ça, en fait. Hein. Vous pouvez le dire directement. Hein, Vous allez voir, je vais dire des choses plus intéressantes, Kelly. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Allô. N'hésitez pas à me dire, hein, vraiment, s'il y a de l'écho. Auquel cas, effectivement, Ellie aura carte blanche. Ça me met la pression, par contre. Il y a juste Crazy Little Fox qui me disait, je pense que les profs sont résignés et non pas convaincus par le monopole de l'État. Personnellement, pour avoir beaucoup de profs dans ma famille, je ne suis pas tout à fait certain. Je pense que beaucoup quand même sont convaincus du bien fondé, de manière générale, du service public, et en particulier dans le domaine de l'éducation. Après, c'est un point de vue personnel. Hein, je n'ai pas d'argument statistique ou sociologique pour l'étayer, mais personnellement, je pense que si la plupart sont vraiment convaincus par le système. Oui, il y a Virginie aussi qui me dit, la part des gens sont réprimés s'ils ne mettent pas leurs gosses à l'école. C'est vrai, après tout, on ne voit pas pourquoi l'État vous imposerait de mettre vos enfants à l'école. Bon, même si c'est un peu plus compliqué que ça, c'est l'instruction qui est obligatoire, donc théoriquement, vous pouvez le faire à la maison. Mais en fait, bon, ça change pas fondamentalement le problème. Le problème, c'est qu'on vous impose la manière d'élever vos enfants. Ça paraît quand même être un peu un droit fondamental pour un parent de choisir comment il élève ses enfants. Donc oui, moi je trouve ça effectivement très très gênant que l'État vous impose des choses comme ça. Salut Adam. Yo Adam, au plaisir. Quelqu'un dans le chat pourrait juste nous dire si c'est mieux au niveau du son, notamment pour JS. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Allô. Et je réussis à sortir de ma grotte pleine d'écho. Non, mais écoutez, ça a l'air bon, vu que personne ne se plaint. Pour finir sur le monopole, est-ce que tu veux rajouter un mot peut-être sur la science économique qui nous est bafouée, éventuellement?
Bah, je crois qu'on l'avait déjà dit, mais effectivement, c'est vrai qu'on enseigne très très peu l'école autrichienne. Moi, personnellement, j'en ai entendu parler un tout petit peu en prépa, c'est tout. Toi, je sais qu'à la fac, on t'en a pas parlé alors que tu as fait une fac de sciences éco. Bon, c'est un peu gênant Absolument. parce que, bon, il y a quand même des prix Nobel, il y a quand même des gens qui ont une vision très très particulière, qu'on les clash chez les hétérodoxes, mais bon, voilà, enfin, il y a quand même eu, je pense, une révolution de l'école autrichienne et ce serait bien au moins d'un petit peu d'en parler, quoi. Enfin, c'est quand même assez étonnant, je dirais. C'est cocasse, tiens, qu'on n'en parle pas. Mais oui, C'est plutôt la guerre. comme on dit, malheureusement, il y a ce conflit d'intérêts. Et malheureusement, pour nous, la science économique, qui est la seule valide, euh, nous explique que l'homme peut se passer de l'État. Et malheureusement pour nous, de ce fait, elle n'est jamais étudiée. Et donc cette réalité n'est connue de quasiment personne, à moins d'être curieux et d'aller sur Internet et d'aller entre autres sur Radio Libertarien. Un dernier point peut-être aussi qu'on n'a pas évoqué ou assez peu, c'est en termes d'état d'esprit qui est enseigné à l'éducation nationale. C'est vrai que si vous regardez au moins jusqu'au lycée, et même parfois après dans le supérieur, on vous apprend des valeurs comme la docilité, le fait de bien respecter les règles, d'écouter les consignes. Ça, c'est vraiment problématique parce qu'en fait, c'est une manière pour eux de créer des fonctionnaires. Ça, c'est des valeurs de fonctionnaires. Voilà, respecter des règles, suivre une procédure. Mais ce qui fait qu'en fait, on se passe d'entrepreneurs. On n'arrive pas à former des entrepreneurs. On n'arrive pas à former des chercheurs. On n'arrive pas à former des artistes, des gens. On a toutes ces professions pour lesquelles, en fait, on ne peut pas juste se contenter de suivre une procédure. Il y a plein de métiers comme ça. Il n'y a pas de recette préécrite, hein. Si vous voulez découvrir un nouveau vaccin, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas vous contenter d'apprendre votre leçon par cœur et de bien suivre les consignes de vos profs. Et au point que moi, par exemple, quand je me suis retrouvé en prépa, ça m'a beaucoup amusé de constater qu'il y a beaucoup d'étudiants qui étaient surpris au premier DS de maths parce qu'on avait plein de questions qu'on n'avait pas vues en cours. Et ils disaient, on n'a pas vu la méthode. Ben ouais, mais t'es en prépa, donc voilà, on va pas te donner la méthode pour chaque exercice. Et je trouve que c'est assez caractéristique, c'est assez révélateur de l'état d'esprit dans lequel vous met l'éducation nationale, au moins jusqu'au bac, et j'aurais tendance à dire parfois même après. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, JS, ou pas. Oh, ouais, non, c'est clair. C'est clair que si l'éducation était libre, l'esprit d'entrepreneuriat serait nettement plus grand. Effectivement, ce qu'on nous apprend, c'est tout l'inverse. Non, non, je suis 600% d'accord avec ça. Non, c'est sûr. Et d'ailleurs, je trouve qu'on s'en sort pas, on s'en sort pas trop mal en tant que Français, entre crouler sous les impôts et l'éducation nationale. Honnêtement, il y a une certaine vaillance qui résiste, qui est impressionnante. C'est vrai. Alors, je vous propose qu'on passe à la deuxième petite vidéo, à moins que tu aies un point à rajouter, Eddy. Non, non, vas-y, vas-y. All right. Singapour, d'autres pays asiatiques ou la Finlande. Un caracole généralement en tête. La France se classe dans la moyenne, c'est pas très brillant, avec à chaque fois un niveau en baisse en revanche. Est-ce que de l'éducation, les performances des élèves français en français et en mathématiques laissent à désirer, on l'a encore vu. Désolé, le son était peut-être un peu fort. Hop. Alors, Ellie, l'éducation nationale a juste un problème de performance, qu'en penses-tu? Bah, je crois qu'on a déjà évoqué un certain nombre de points sur cette question. Il y a un problème d'état d'esprit, comme je viens de le dire, un problème de valeur, et encore plus basiquement, plus logique, enfin le plus évident, un problème de liberté, de ne pas pouvoir mettre ses enfants là où on veut à l'école, selon des critères qui nous sont propres. Peut-être qu'on a envie de mettre nos enfants dans une école où il y a telle méthode qui est utilisée, ou je sais pas, tel nombre d'enfants par classe, ou telle méthode de recrutement pour les profs, ou peu importe. Je pense que le problème fondamental, il est là avec l'éducation nationale, c'est qu'on n'a aucune liberté. C'est vrai du côté consommateur d'ailleurs, mais c'est aussi vrai côté entre guillemets producteur pour les profs et pour les écoles qui elles-mêmes sont aussi privées de liberté. Si vous voulez changer votre manière de faire ou tenter quelque chose, etc., c'est formellement interdit. Vous risquez même d'être puni, entre guillemets. Il est bien plus préférable pour vous, c'est dans votre intérêt de suivre les consignes, de suivre ce qu'on vous dicte, et si vous ne le faites pas, vous risquez d'être mis au pilori.
Donc je pense qu'il est là, fondamentalement, le problème de l'éducation nationale, bien au-delà du problème de niveau qui baisse, si on en croit le classement PISA. Ouais. Oui, oui, et puis après, la question de la qualité, c'est beaucoup lié aux questions du caractère obligatoire, hein. Admettons, par exemple, que moi, j'ai envie demain de monter une école, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller voir les gens, aller toquer à leur porte, leur dire: «Ah, bah tiens, si vous me donnez tant de pourcentage de votre revenu tous les ans, et ben moi, je vais éduquer vos enfants». Bon, il y a fort à parier déjà qu'on me réponde: «Ouais, qu'est-ce que tu fous là? Je te connais pas. Franchement, mes enfants, ils sont déjà à l'école, ça se passe bien». Et maintenant, si on admet que je sois quelqu'un qui n'ait aucun scrupule, et ça existe, Mm. bah, je vais embaucher des gens un peu costauds, ils vont venir derrière moi. Je vais aller acheter quelques guns au marché noir, parce que c'est toujours facile à trouver, enfin ça se trouve. Euh, les gens costauds, ils vont prendre les guns, on va aller retoquer à la porte, et là, je vais être tout frétillant de joie, parce que je vais me dire: ah, là, ça va fonctionner, là mon école, elle va marcher. Mon business plan d'école, il va fonctionner. Donc le monsieur, il va ouvrir la porte, il va voir les gens costauds qui vont juste doucement montrer le gun, mais de façon un peu discrète quand même. Et là, je vais dire au monsieur: ouais, écoutez, je suis sûr que vous avez changé d'avis. Euh, le but, c'est il faut qu'on reste courtois. Vous avez juste à me donner un peu d'argent et ça a fonctionné. Tu sous-entends que c'est comme ça que fonctionne l'éducation nationale. Est-ce que c'est ça que je sous-entends? Je ne sais pas si j'irai jusque-là. Mais disons que si ça fonctionne, s'il n'y a pas quelqu'un au-dessus pour empêcher ma mafia de fonctionner, le monsieur, il sera obligé de dire oui. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je ferai le strict minimum de devoir d'éducation. En fait, je ferai juste en sorte d'apprendre aux élèves que mon éducation, elle est géniale et qu'il faut être vraiment fou pour croire le contraire. Et honnêtement, mon business plan, il fonctionnera juste avec ça. J'aurai aucune incitation à faire de la qualité. Et donc, l'idée, c'est que plus l'État sera puissant, moins il faut s'attendre à ce qu'il fournisse un service de qualité. Il n'y a plus de qualité, en fait, à partir du moment où, de toute façon, il nous force à payer. Effectivement, même si on reste dans un système public, encore une fois, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a des manières de vérifier ou de mettre en place en tout cas un système plus incitatif pour produire de la qualité, mais c'est pas le cas en France, tout simplement parce qu'on n'a pas un contrôle des résultats qui est autonome. Si on prend le bac, concrètement, c'est quoi le bac? C'est l'éducation nationale qui vérifie que l'éducation nationale a bien fait son travail. C'est rien de plus que ça. C'est délirant, quoi. Après, oui, si on veut avoir un contrôle des résultats qui sont minimum objectifs, il faut prendre une entité qui sont indépendantes. Par exemple, les parents d'élèves. Par exemple, juste un exemple. Oui, bah, si on poursuit la logique jusqu'au bout, il faut que ce soit le consommateur, il faut que ce soit les parents. Mais étant donné qu'il est improbable qu'on arrive jusque-là, un système intermédiaire, je dirais, ou au moins une amélioration qui pourrait être envisageable, c'est d'avoir un contrôle plus autonome des résultats. Non, c'est clair. C'est clair. Après, moi, je dirais même encore plus loin. Je veux dire, le caractère obligatoire de l'école, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'école, ça se transforme en prison. Fondamentalement, c'est quoi une prison? C'est des gens qui sont obligés d'être à un endroit, à une certaine heure, et ils n'ont pas leur mot à dire, pardon. Fondamentalement, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés d'aller à telle heure, dans telle pièce, avec telle personne. Si ça, c'est pas une prison, excusez-moi, qu'est-ce que c'est? Mais j'irais même encore plus loin que ça. C'est même un camp d'endoctrinement. Parce que, encore, les gens, quand ils sont en prison, on leur impose pas de lire quelque chose ou d'écouter quelque chose. Alors que là, les enfants, non seulement ils doivent être à telle heure, à tel endroit, avec telle personne qu'ils n'ont pas choisi, mais en plus, il faut qu'ils écoutent ce qu'on leur dit, et c'est bien évidemment des choses qu'ils n'ont pas choisies. Et Ouais, alors, avec une petite nuance, c'est qu'encore une fois, théoriquement, l'école n'est pas tout à fait obligatoire, mais c'est vrai que concrètement, c'est toujours compliqué. Tout le monde n'a pas la possibilité de garder ses enfants, etc. Et comme on a ce monopole, ben, de fait, effectivement, on arrive à cette situation. alors, il faut savoir d'ailleurs que depuis cet été, donc fin août, Macron a fait passer une loi Mm. qui rend en fait le système d'instruction en famille, donc le fait que les enfants restent avec leur famille plutôt que d'aller fondamentalement à l'école. Donc ce système-là est passé d'un système
où les gens, en fait, ils devaient juste envoyer une lettre au maire en disant, voilà, moi j'ai décidé que mon enfant il viendrait chez moi. Donc c'était un système où les gens déclaraient, un système déclaratif, et c'est devenu un système de demande, en fait. Les gens doivent demander à l'État une autorisation, un système d'autorisation. Or, les critères donnés par l'État pour donner cette autorisation, pour que les gens gardent leurs enfants avec eux, à la famille, les critères sont extrêmement limités. Et donc, en gros, à moins d'avoir un enfant qui a vraiment un problème physique, ou ce genre de détails, maintenant, vous ne pouvez plus vous passer d'envoyer vos enfants à l'école. Donc, fondamentalement, depuis cet été, alors on s'en rend pas trop compte parce que c'est une loi qui est passée cet été et donc elle sera mise en œuvre, non pas à cette rentrée-là, mais celle d'après, voire même peut-être dans 2 ans. Ça dépend des cas. Mais l'idée, c'est que voilà, maintenant, l'école, l'éducation est devenue, de fait, obligatoire depuis cet été. Donc merci à notre président Macron, qui n'en loupe pas une, pour le coup. Ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que ça s'inscrit dans un mouvement plus global, et là c'est le juriste qui va parler, mais d'inversement de la charge de la preuve, où de plus en plus, dans plus en plus de domaines différents, en fait c'est à vous de vous justifier pourquoi vous utilisez vos droits. Alors que théoriquement, je suis désolé, mais un droit, on n'a pas besoin de le justifier, on l'exerce, c'est tout. On a besoin d'expliquer pourquoi, si on prend la liberté d'expression, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi on a envie de développer telle opinion. La liberté de mouvement, normalement, on n'a pas à justifier pourquoi on a envie d'aller à tel ou tel endroit. Mais de plus en plus, c'est le mouvement inverse qui se met en place. Et chaque fois qu'on veut faire quelque chose, eh ben, il faut qu'on le justifie. Et ça vous passe vraiment en situation de soumission par rapport à l'État. C'est vous qui demandez la permission à l'État d'exercer vos droits. Alors théoriquement, ça devrait être à lui de vous demander l'autorisation de porter atteinte à vos droits. Ah ouais, non, mais c'est clair, c'est le monde à l'envers. On marche vraiment sur la tête, quoi. Donc au final, quelle différence? Ah, je m'entends un truc, c'est... Allô, allô, c'est toi, Eddie, qui Je sais pas, tu t'entends. m'avait activé? Ok, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai été coupé sur mon chemin. Donc fondamentalement, quelle différence entre une éducation dans notre système occidental et une éducation en régime communiste? Fondamentalement, quelle différence? C'est juste que le narratif qui va justifier l'État serait un peu différent. Mais au final, c'est la même chose. Et donc, pourquoi les enfants n'aiment pas l'école? C'est une question qu'on a posée en introduction. C'est simple. L'école, c'est une prison, c'est un camp d'endoctrinement. Les enfants ne sont pas dupes. On est tous passés par là. On sentait bien que on n'avait pas notre mot à dire, qu'on était, on était des prisonniers, quoi. Et donc, qui dit prison dit quoi? Ça veut dire plein de problèmes. Ça veut dire le problème des mauvaises fréquentations. Les parents, finalement, ils peuvent pas contrôler les mauvaises fréquentations parce qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Les enfants sont envoyés à l'école choisie par l'État. L'enfant va être entouré de gens choisis ni par les parents ni par les enfants. Donc, bien évidemment, c'est sûr qu'il y aura des mauvaises fréquentations incontrôlables. Et peut-être plus grave aussi, qui dit prison dit violence. Parce qu'en effet, des gens qui ne s'apprécient pas forcés à vivre ensemble, ça veut dire que c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Parce que c'est sûr que les gens ne vont pas s'apprécier. Si on met ensemble une trentaine de personnes qui ne se sont pas choisies, bien évidemment, il y aura des gens qui ne vont pas s'apprécier. Et puis, ne serait-ce que le fait que voilà, il y a des parents qui probablement tapent leur enfant, etc. Les enfants, ils se retrouvent là, ils vont taper les plus faibles par réflexe, entre guillemets, ou en tout cas, voilà. Il y a mille et une raisons qui font que il va y avoir de la violence, en fait, à l'école. Ça devient inévitable, parce que c'est obligatoire. Parce que les enfants se retrouvent là avec des gens qui ne veulent pas être ensemble. Je vais me permettre juste de répondre un peu au chat, parce qu'il y a encore une fois des questions assez intéressantes. Il y a Reiki qui nous dit on a de moins en moins de droits, l'État est devenu un procureur. Je dirais oui, et comme on est sur le thème de l'éducation, je dirais qu'en plus il y a une confusion sur ce que c'est qu'un droit, qui est entretenu volontairement à l'école, et l'école nous apprend plein de faux droits, c'est-à-dire des choses qu'on a érigées en droit, mais qui n'en sont pas du tout. Par exemple, le droit à l'avortement. Bon. Je suis pas contre l'avortement, j'aurais peut-être pas dû prendre cet exemple-là, mais par contre, on n'a pas le droit d'exiger de quelqu'un qui nous pratique un avortement de manière gratuite. Je vais plutôt le tourner comme ça.
Donc l'école joue un rôle terrible là-dedans, et à l'inverse, on ne nous apprend pas assez le caractère fondamental de certaines libertés. Et au contraire, si on prend les livres d'histoire d'éducation civique, justement, on nous apprend pourquoi il est légitime d'aller à l'encontre de certaines libertés fondamentales, en prétextant tout un tas de raisons complètement bidons. Donc voilà, c'est pour répondre à Reiki. Il faut sensibiliser les entrepreneurs et exiger le revenu intégral. Oui, effectivement, ça pourrait être une bonne idée. Reiki aussi qui nous demandait si on était contre l'école obligatoire. Bah oui, évidemment que oui. Pour une raison simple, c'est aux parents de décider. Enfin, la question qu'il faut se poser à la fin, c'est ça. Est-ce que les parents ont encore le droit de décider comment ils éduquent leurs enfants ou pas? Et si non, alors qui a ce droit-là? Qui s'attribue le droit de décider ce qui est bien pour leurs enfants? Donc c'est pour ça que nous, on est opposé à cette idée. Il faut laisser le choix aux parents de décider ce qui est bon pour leurs enfants. J'invite d'ailleurs à lire Rothbard sur la question. Rothbard, il pose vraiment la logique très 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 loin sur cette question-là. Oui, L'Occident on a fait un bon petit livre qui s'appelle L'éducation gratuite et obligatoire. Il est tout court, et il fait 80 pages, et il est vraiment très bien fait. Ça parle beaucoup d'histoire pour le coup, mais si vous pouvez aller à la bibliothèque ou quoi pour lire les 20 premières pages, c'est vraiment top. C'est du Rothbard, quoi. Ça va droit au but, c'est pas compliqué à lire, donc ouais, très efficace. Élie, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, je lisais juste les commentaires du chat, en fait. Ouais. Donc pour revenir sur le caractère obligatoire, il y a un autre problème que ça pose, c'est le problème que ça sépare les parents et les enfants. Comme on a dit, les parents sont obligés aujourd'hui en France d'envoyer leurs enfants à l'école, et donc ça prouve bien que l'État ne montre aucune reconnaissance du lien affectif unique entre parents et enfants. C'est une violation du droit de propriété des parents, car ils sont maîtres d'eux-mêmes et propriétaires de leur création, sachant que les enfants, bien évidemment, c'est probablement la création dont ils sont le plus fiers et qui leur est le plus chère. Cette séparation entre parents et enfants, c'est une violation des droits de l'enfant, qui se retrouve soumis à l'État, alors que l'État, il en a rien à faire de son individualité. Et donc au final, on se retrouve avec un État qui brise le lien parent-enfant, et ça, c'est fondamentalement inhumain, parce qu'on se retrouve avec une destruction de la capacité d'attachement qui est fondamentale à l'enfance. Je veux dire, s'il y a autant de divorces, etc., il y a peut-être mille et une raisons, mais je pense que celle-ci joue notamment, et c'est aussi une destruction du transfert des valeurs des parents et leurs enfants, sachant que je pense qu'en tant que parent, une des choses, je pense, qui est le plus cher aux yeux des parents, c'est de pouvoir transmettre les valeurs qui leur sont chères. Et malheureusement, avec l'école obligatoire, ils se retrouvent avec leurs enfants à qui on leur fait passer des messages avec lesquels ils sont probablement pas du tout d'accord, et ils passent beaucoup moins de temps avec leurs enfants pour pouvoir justement faire passer toutes les valeurs qui leur sont chères. Oui, Vadim qui me dit que c'est pour ça qu'on interdit l'instruction en famille. Oui, c'est, je pense, aussi une des raisons. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le narratif qui est créé autour des raisons de cette interdiction. On vous explique toujours que c'est pour le bien des enfants, etc. Mais qui connaît ce qui est bien pour les enfants, si ce n'est leurs parents? On s'attribue toujours, l'État s'attribue toujours cette espèce de savoir supérieur. Il sait toujours mieux ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour les autres. Il ne fait absolument pas confiance à ses citoyens. Sauf que, jusqu'à preuve du contraire, les citoyens sont des adultes et ils sont libres de vivre leur vie comme ils l'entendent. C'est vrai dans le domaine de l'éducation dont on parle là, mais c'est vrai dans plein d'autres domaines. Quand l'État vous dit, par exemple, vous n'avez pas le choix, vous devez cotiser à la Sécu, souvent elle vous dit, bah, sinon, vous comprenez bien, les gens, ils cotiseraient pas d'eux-mêmes, donc il faut les forcer à le faire. Oui, mais vous êtes gentils, ce sont des adultes, ils font ce qu'ils veulent, ils savent le mieux ce qui est bien pour eux. Non, c'est sûr. Si on se pose la question de qui a priori est le plus à même de prendre soin des enfants, si c'est pas les parents, honnêtement, qui sait quoi? C'est sûr, les parents sont pas parfaits, hein. Mais à part les parents, honnêtement, qu'est-ce que ça peut être? On a Stéphane Gère qui nous dit « L'école sert à nous apprendre ce qu'il ne faudrait pas apprendre. C'est pour cela qu'elle est obligatoire. » C'est bien dit.
Bah, en tout Euh, cas, on nous impose ce qu'il faut apprendre. Le problème, le problème, il est là. C'est que vous pouvez pas choisir une école qui va mettre l'accent sur les disciplines ou certaines parties d'une discipline qui vous plaisent ou une manière de l'enseigner. C'est pas l'école en elle-même, je veux dire, qui est problématique. Encore une fois, c'est le monopole imposé par l'éducation nationale. alors, on a Virginie qui nous Virginie, dit... effectivement, Virginie, elle met un commentaire intéressant parce que j'allais dire la même chose. Les parents ne sont pas propriétaires de leurs enfants, ils en sont responsables. Mais ils peuvent déléguer cette responsabilité à quelqu'un d'autre dans le cadre d'un accord, le plus souvent matérialisé par un contrat. Or, avec l'État, pas de contrat, donc pas d'accord possible. Parce qu'effectivement, quand tu. Je sais plus exactement ce que tu as dit tout à l'heure, mais on avait l'impression que les parents étaient propriétaires de leurs enfants. Je sais plus comment tu as tourné ta phrase, mais Oui, c'est oui, pas. c'est leur création. C'est leur création la plus... Ouais, voilà, c'est ça. Non, non, les enfants ne sont pas la propriété des parents. Je pense que c'est pas ce que tu voulais dire. Si je puis me permettre de rajouter encore quelques points sur l'école obligatoire, parce que à mon sens, c'est quand même la critique la plus fondamentale, je pense. C'est qu'en rendant l'école obligatoire, on dit aux enfants, voilà, il faut apprendre ça, 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 ça et ça. Et un enfant, s'il a envie d'apprendre autre chose, il va dire ah mais ça, c'est comment ça fonctionne, etc. Non, 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 on s'en fout. Là, on a 1 heure, on a dit qu'on allait voir des maths, on va voir les maths, on va voir cet exercice et tout. Donc tu vas apprendre ça. Donc au final, qu'est-ce que ça crée, ça, ce côté obligatoire, hein, il faut apprendre ceci, cela, l'enfant il a rien demandé. Ben ça crée la perte du désir d'apprendre. Parce qu'à force de répéter non, 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 ça, on s'en fout de ce qui t'intéresse, c'est ça et c'est ça. Au final, on perd l'envie d'apprendre même, l'envie d'apprendre. Et ça, qu'est-ce que ça crée? Ça annihile littéralement la curiosité. Et tous ces corollaires, l'esprit critique, l'imagination, la créativité. Et ça, c'est catastrophique. Parce qu'au final, qu'est-ce que ça fait des enfants et des adultes qui n'ont pas d'esprit critique, pas d'imagination, pas de créativité, pas de curiosité? C'est des robots. On perd littéralement notre humanité, on se transforme en des robots. Je veux dire, pourquoi est-ce que le pourquoi disparaît? Les enfants disent tout le temps pourquoi. Et quand on est adulte, il n'y a plus de pourquoi, il a disparu. Ils ont détruit la curiosité des gens. La seule question qu'il nous faut poser à l'école, c'est quoi? Il y aura quoi au contrôle? C'est la seule question qu'on se pose. Alors que la curiosité, elle a besoin de liberté, et sans liberté, il n'y a plus de curiosité. Et donc, de ce fait, il n'y a rien d'intrinsèque. Il y a le désir d'apprendre, il est naturel chez l'être humain. Ça vient de nous, ça vient de nous-mêmes. Il y a des choses qui nous parlent, il y a des choses qui nous font vibrer, et ces choses qui nous font vibrer, elles nous donnent envie de connaître, elles nous donnent envie d'apprendre. Et ça, c'est naturel. Mais ça, ils nous le brisent parce qu'il n'y a rien d'intrinsèque à l'école. C'est toujours le prof, l'État qui décide. L'enfant va apprendre ci, l'enfant va apprendre ça. Et donc, à force de façon répétée, on se défend. On a un système de défense et ça nous rend indifférents, en fait. À force de réprimer ce qui nous donne de l'enthousiasme et de l'envie d'apprendre, on devient indifférent et apathique. Et c'est ça qu'on observe. Au final, on se retrouve avec des gens, la plupart des gens, enfin beaucoup de gens, se mettent à associer acquisition de savoir avec chiantise, avec quelque chose de chiant, avec une corvée obligatoire. Tu as l'expression faire ses devoirs, c'est pas rien. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Je vais rebondir encore une fois sur ce que dit le chat. Je vais être leur intermédiaire privilégié aujourd'hui. Udia qui nous dit en amont, c'est l'école étatique qui détruit tout, et en aval, c'est la TV. Alors ça c'est une question intéressante qui est relative à la culture de manière plus générale, qui est un peu plus philosophique. Et oui, effectivement, je pense qu'on vit dans une époque un peu d'abrutissement généralisé, qui est lié pas seulement à la TV, mais de manière générale au plaisir facile que peuvent procurer Netflix, Internet, etc. Et qui fait que les gens ne lisent plus, n'ont plus d'esprit critique, n'ont plus envie de prendre le temps de faire quelque chose qui demande un effort intellectuel. Et ça se voit à tous les niveaux. Moi, là, je suis étudiant en droit et à l'EDEC, donc a priori, des endroits où les gens sont comme censés être plutôt éduqués, cultivés, ils ont tout le monde a un master, etc. Et pourtant, je vous assure que j'ai pas un seul de mes camarades qui prend le temps de lire ou quoi que ce soit, hein. Donc, oui, je suis bien d'accord avec ce commentaire. Ensuite, Reiki qui nous dit les Français n'ont plus d'esprit critique, il suffit de regarder lors des élections, ils ne votent même plus pour un programme, mais pour une personnalité. Mais Reiki, il faut plonger encore plus loin dans la critique. Les Français ne critiquent même pas le fait de voter. Les Français ne critiquent même pas la démocratie. Ils trouvent ça normal qu'un mec qui a été élu par seulement au final une petite minorité de Français décide pour tout le monde.
Parce que si tu prends Macron, tu prends la part de Français qui ont effectivement voté pour lui, je crois qu'elle est autour de 25%. Et Ouais, pourtant, encore, t'es gentil, je crois. il me semble que c'est dans ces eaux-là, je sais pas, mais bon, c'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'on a un mec qui, sous prétexte que des gens ont voté pour lui, décide pour tout le monde. Et si moi j'ai pas voté pour lui, de quel droit est-ce qu'il m'impose quelque chose? Et même si j'avais voté pour lui, s'il fait quelque chose avec lequel je suis pas d'accord, de quel droit est-ce qu'il me l'impose? Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est des réflexions qu'on n'a jamais, encore une fois, même avec des gens comme ceux avec qui j'ai l'occasion de discuter, qui sont pourtant censés euh, réfléchir sur le droit public, sur la manière dont on organise le pouvoir. Bah, je vous assure que c'est jamais le genre de réflexion qu'ils vont avoir. Et quand on leur en parle, ils font vraiment des yeux qui sont très grands, très écarquillés. Mais qu'est-ce que tu racontes? On va quand même pas remettre en cause la démocratie. Oserais-tu? Pour les gens, et pour le coup, l'école a encore joué un rôle là-dedans. Si on critique la démocratie, c'est forcément qu'on est pour la dictature. C'est complètement aberrant, hein. Il n'y a pas un choix dual entre d'un côté la démocratie et de la dictature. La question, c'est est-ce qu'on veut avoir une approche contractualiste fondée sur la liberté individuelle, on accepte uniquement les obligations que nous-mêmes on s'est créées, ou est-ce qu'on veut avoir une approche, pour moi, tyrannique, c'est-à-dire où on a un gouvernement qui impose des choses, et finalement, peu importe la manière dont cette personne arrive au pouvoir, ce qui compte, c'est qu'utiliser la force. Hum, Par contre, on n'est pas en démocratie, on est en monarchie socialiste élective. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Vadim qui dit il t'impose par le droit du plus fort. Bah oui, effectivement. Et merci Raki, je vois, c'est une réflexion plus poussée, merci. La Suisse, démocratie, encore je veux bien, mais sinon pas du tout. Alors effectivement, le cas de la Suisse est intéressant. Ils sont sur un modèle qui est plus libéral que le nôtre, je dirais. Malgré tout, qui est encore perfectible. Et si ça vous intéresse, normalement, on devrait avoir les personnes qui travaillent pour Liberté. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit média. Ce sont des Suisses. Et normalement, ils devraient venir pour faire une émission consacrée à la Suisse et justement leur vision de comment comparer la France et la Suisse, de qu'est-ce qui est mieux chez eux, pourquoi est-ce qu'on pourrait faire la même chose en France, etc. Donc si c'est une question qui vous intéresse, normalement on devrait en reparler très vite sur cette chaîne. Oui, Vadim qui dit ils ne connaissent pas les alternatives à la démocratie, oui, c'est bien dommage. Si je peux me permettre, ce n'est pas parce que les gens ne pensent pas comme vous qu'ils n'ont pas un esprit critique. Oui, c'est vrai, j'ai rarement vu quelqu'un m'affirmer être super satisfait du système électoral. Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord. Des gens peuvent penser différemment et garder un esprit critique. Ce que je dis simplement, c'est que les gens ne remettent pas en cause les choses. C'est pour ça que je dis qu'ils n'ont pas d'esprit critique. Ils pourraient très bien, par exemple, remettre en question la démocratie pour finalement arriver à la conclusion que malgré tout, c'est un système préférable. Mais c'est pas ce qui est fait. La part des gens, ils partent du postulat, de l'axiome même, ils ne le remettent pas en cause, cette idée que la démocratie a des imperfections. C'était ça que je voulais dire. Ce n'est pas faux, mais trop souvent les gens savent ressentir qu'il y a un problème, mais ne pigent pas pourquoi. Oui, parce que je pense, Stéphane, qu'ils ne se posent pas les questions, en fait, ils prennent pas le temps de réfléchir. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, mais réfléchir c'est désagréable, lire des livres c'est désagréable, et voilà. Oui, je sais que Stéphane, vous n'aimez pas beaucoup Liberté, mais je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes à dire sur la question de la Suisse. Et je sais qu'il y a au moins un des fondateurs qui est libertarien, les autres le sont pas, et je pense que c'est pour ça qu'il y a cette ligne qui est, à notre sens, trop molle, ou comme vous dites, de gauche. Mais je pense que la personne qui va venir sera libertarienne. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, JS, ou si tu veux qu'on avance peut-être sur ce qu'on avait prévu. Ouais, je vais juste conclure sur cette histoire d'école obligatoire, parce que sinon, je m'en voudrais de ne pas être exhaustif sur cette question. Donc, si vous permettez, je vais mettre mon petit bonnet. Voilà. Pour vous dire, pour finir sur cette école obligatoire. Donc, au final, avec l'école obligatoire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une leçon cachée. On a une leçon cachée de l'école obligatoire. Et cette leçon cachée, c'est quoi? C'est que l'obéissance aveugle est une vertu. D'où est-ce que ça vient? En fait, le simple fait d'obliger quelqu'un à faire quoi que ce soit, et en l'occurrence aller à l'école, eh bien, ça fait passer le message qu'il est bon d'obéir.
quoi qu'il arrive. C'est inévitable. Que vous vouliez, que vous soyez d'accord avec l'école obligatoire ou non, si vous êtes prof, vous rentrez dans ce système et vous faites passer ce message que l'obéissance aveugle est une vertu. Or, l'obéissance, c'est une barrière à la confiance en soi. Ça entre en conflit avec les 6 clés fondamentales de Nathaniel Branden. Ouais, donc Nathaniel Branden, pour ceux qui ne savent pas, c'était un psychologue qui a beaucoup parlé de la confiance en soi. C'était un ami de Ayn Rand notamment, donc c'est pour ça qu'il est assez connu dans le milieu. Et bon, bref, il a défini des clés fondamentales de la confiance en soi, l'acceptation de soi, la responsabilité de soi, l'affirmation de soi, l'intégrité personnelle, etc. Et en fait, quand on étudie ces clés, l'obéissance rentre en conflit avec chacune de ces clés. Et donc au final, en faisant passer ce message d'obéissance, et c'est inévitable à partir du moment où l'école est obligatoire, ça crée une destruction psychologique de l'individu qui fait qu'au final, il se met dans une position de soumission puisque ça casse sa confiance en soi. Donc au final du final, qu'est-ce qu'on a avec l'école obligatoire? On se retrouve avec des enfants et même après des adultes qui sont apathiques, qui doutent d'eux-mêmes, qui n'osent pas se démarquer du groupe, qui sont indifférents et obéissants. Et ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas le rêve de tous les dictateurs de se retrouver face à une armée de robots plutôt qu'une armée d'humains? Et donc nous, au final, on se retrouve des esclaves, comme étant des esclaves éduqués à défendre notre condition d'esclave. Et donc, comme on a pu le voir dans Matrix, ou dans Matrix, vous savez, il y a dans le vrai monde en fait de Matrix, l'être humain, il est dans son espèce de, il est recroquevillé sur lui-même et il est relié à des câbles. Et les machines drainent toute l'énergie vitale des êtres humains. Et donc l'école, c'est un peu ça. On se retrouve exploité à la mesure de notre inconscience, de notre exploitation. Donc, j'ai une citation de... Ah mince, je ne l'ai pas. Excusez-moi, il n'y aura pas la citation de... J'avais une citation de Morpheus. Je ne pourrais pas vous la citer. Vous n'aurez pas droit à la voix grave de Morpheus. Mais tout ça pour vous dire que c'est catastrophique. C'est catastrophique parce qu'on nous apprend l'obéissance. Et l'obéissance, c'est ce qui fait que l'État, on ne peut plus l'arrêter. On ne peut plus l'arrêter. C'est la voie royale des dictateurs. Et ça, je suis désolé, c'est catastrophique. Est-ce qu'on ne passerait pas du coup aux solutions? Comment faire pour amener l'éducation sur un modèle plus libéral, voire libertarien? Ben oui, qu'est-ce que tu en penses, Élie? Est-ce qu'on nous cacherait pas des solutions? Est-ce qu'on nous ferait pas croire qu'il n'y en a pas, alors qu'en fait, il y en a? Alors, des pistes, il y en a différentes, certaines d'inspiration plutôt libérale classique et d'autres franchement libertariennes. Si on va sur, disons, la plus réaliste, on va dire, si je peux me permettre, il faut aller sur des solutions libérales classiques, comme par exemple le chèque éducation de Friedman, mais qui était aussi défendu par Hayek, il me semble, hein, le chèque éducation. Donc c'est une solution qui, nous, en tant que libertariens, nous pose évidemment problème, parce que vous allez le voir, il y a toujours la question du consentement à l'impôt qui se pose, mais qui a aussi certains aspects, qui sous certains aspects, peut être intéressantes. L'idée du chèque éducation, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est assez simple. C'est-à-dire que vous mettez en place un système d'éducation qui est fondé sur la concurrence, et en contrepartie, vous permettez aux parents d'accéder à l'école qu'ils veulent en les finançant, en fait, en leur donnant un chèque, enfin une quantité d'argent qui leur permet de choisir l'école qu'ils veulent. Parce que une des critiques qu'on entend souvent, quand on dit oui, on voudrait mettre en place un système d'éducation privée, c'est comment feront les pauvres. Bon, on va le voir après, mais à mon avis, c'est une mauvaise critique, et que c'est largement dépassable comme critique, mais souvent c'est ce qu'on entend. Et une des réponses qui a pu être apportée, c'est ça. C'est-à-dire, au lieu de subventionner l'offre, au lieu de dire on a des écoles publiques, on dit maintenant des écoles privées, mais les parents peuvent choisir de mettre leur enfant là où ils le souhaitent, grâce à ce chèque qu'on leur donne, ils choisissent de mettre leur enfant dans l'école qu'ils préfèrent. Donc quels sont les avantages de cette solution? Il y a un avantage en termes de liberté qui est évident, on pourra mettre ses enfants là où on veut. En termes d'efficacité, comme on l'a dit, la concurrence, ça permet de mettre en place de nouvelles méthodes, de tester des choses, de voir ce qui marche mieux. Donc on peut s'attendre a priori à avoir un niveau qui remonte. Ça peut permettre aussi d'avoir une meilleure efficacité budgétaire,
Parce que évidemment, quand vous êtes soumis au marché, vous avez quand même tendance à être un tout petit peu plus regardant sur la question des finances, et à faire un tout petit peu plus attention à ne pas gérer votre argent n'importe comment. Faut savoir qu'en France, notamment, on a une quantité absolument incroyable de gens qui travaillent dans les bureaux, des gens en fait qui sont pas des profs. Et quand on compare par exemple avec l'Allemagne, on se rend compte qu'on paye plus, mais au final pour moins de profs et pour un résultat qui est moins bien. Donc le problème de l'éducation en France, c'est pas du tout une question de financement, hein, c'est vraiment complètement autre chose. Donc voilà, ça c'est à mon avis les principaux avantages de cette proposition. Mais il y a aussi un gros défaut pour moi, c'est ok, mais c'est-à-dire que cet argent, il vient d'où? Il vient des impôts. Sauf que pour moi, en tant que libertarien, je suis désolé, mais l'impôt, c'est du vol. Donc peut-être que je peux te laisser, JS, nous présenter une solution d'inspiration plus libertarienne. Ah, la vraie solution, la solution libertarienne, euh, bête et méchante, c'est de le laisser faire. Juste laisser faire. La liberté du curriculum, aucun curriculum imposé, ça abolit directement la propagande étatique, elle ne peut plus survivre, ça nous libère des problèmes de l'égalitarisme, donc l'individualité des enfants peut être prise en compte, et donc l'éducation n'est plus anti-civilisationnelle, et chacun est libre de choisir le curriculum qui lui plaît. Ensuite, en laissant faire, ça fait que la concurrence joue à plein pot. De ce fait, on a une réelle efficacité, concrètement, contrairement à l'exemple que je vous ai cité où c'est juste un mafieux qui impose son choix. En l'occurrence, la mafia, bien évidemment, c'est l'État. Et donc, grâce à la concurrence, on a les écoles et les profs ont une vraie incitation à satisfaire le consommateur. Et ça laisse la place à une myriade de façons d'apprendre, probablement même des façons d'apprendre qui dépassent l'état de mon imagination et de celle d'Elie. Probablement que vous avez des idées. Mais ne serait-ce que le homeschooling, le fait d'utiliser Internet pour apprendre, rien que ça, c'est quelque chose qu'on voit pas à l'école. Je veux dire, à l'école, comme on disait au départ, on est resté sur tableau noir, quoi. 2 siècles de tableau noir. Peut-être que si on s'ouvrait un peu à la concurrence, peut-être que ce tableau noir disparaîtrait rapidement. Peut-être, c'est possible. Oui, mais J'aurais- JS, Oui. comment ils feraient les pauvres pour aller à l'école si tu les finances pas, s'il n'y a pas d'école publique? Ah Explique-nous. bah non, bah les pauvres, ils mourront bêtes dans la rue. C'est pas plus grave que ça. On s'en débarrassera, c'est très bien. Il y aura que des gens intelligents. Voilà, c'est ça mon plan. C'est très bien. Non, mais pour plus sérieusement, cette Attends, remarque, elle est assez absurde, hein, elle est largement dépassable. Il y a plein de moyens de se financer qui ne dépendent pas de l'État. Je suis désolé, hein, mais je vais prendre mon expérience personnelle, mais je fais une école de commerce et c'est hors de prix. Et ben, comment les gens ils font pour se financer? Bah, tout simplement, ils demandent à la banque de contracter un prêt. Voilà, on passe par un système privé. Il y a d'autres solutions qui sont imaginables. La charité, la vraie. C'est-à-dire, quand on donne volontairement de l'argent pour financer les études de quelqu'un. Il y a l'alternance aussi qui est possible, plutôt dans le supérieur évidemment. Mais bref, des solutions, en fait, il y en a pas. Il y en a plein, pardon. Donc, faut arrêter de faire comme si il n'y en avait pas d'autres. C'est vraiment un argument qui est bidon, en fait, qui est vraiment bidon. Il faut arrêter aussi, parce que c'est quelque chose qu'on nous apprend beaucoup à l'école aussi, et qu'on lit beaucoup dans les médias, comme quoi les étudiants, soi-disant, sont surendettés dans les pays anglo-saxons, où justement l'école est privée. C'est juste pas vrai. C'est très, très, très largement exagéré. Et pourquoi est-ce que c'est très largement exagéré? C'est surtout lié au fait que le retour sur investissement des écoles anglo-saxonnes est très, très, très largement supérieur à celle des écoles françaises. Je veux dire, vous sortez d'une des meilleures facs américaines, vous avez un salaire qui a 5 chiffres, hein, mensuels. Donc évidemment que vous remboursez très très vite vos prêts. C'est d'ailleurs aussi pour ça que dans les grandes écoles de commerce, les gens acceptent sans aucun souci de contracter des prêts et que les banques nous prêtent aussi facilement. C'est parce qu'elles savent qu'à la sortie, on a des salaires qui nous permettent de rembourser nos prêts. Donc il faut arrêter avec ça, avec soi-disant aux États-Unis, ils sont tous endettés, ils crèvent de faim. C'est pas vrai, sinon ils arrêteraient. Les gens sont pas stupides. D'ailleurs, c'est un avantage, ça aussi, de passer par un système privé, c'est qu'on arrête de financer des facs bidons. On arrête de financer les facs de musicologie qui sont une autoroute pour le chômage.
Parce que le problème, c'est que ça coûte environ 12 000 euros par étudiant. Donc la collectivité paye 12 000 euros. Donc si vous faites un master x5, vous êtes à peu près 60 000 euros. 60 000 euros investis dans une formation qui, dans 9 cas sur 10, vous conduit au chômage. Bah, évidemment, quand c'est vous qui assumez le coût de votre formation, vous y réfléchissez à 2 fois. Vous vous renseignez et vous êtes certain de suivre une formation qui vous permet d'après de vous insérer dans le monde du travail, hein. Ça me semble évident quand même. Non, c'est sûr qu'un des buts de l'éducation, c'est de faire en sorte qu'à l'âge adulte, on puisse gagner notre vie comme on l'entend. Donc, bien évidemment, le but de l'éducation, c'est de faire en sorte qu'on sorte et qu'on ait un travail qui nous fasse gagner quelque chose. Et donc, à partir du moment où ce serait financé par du privé, eh ben, il financerait ces fameuses formations qui font que les gens sortent et sont efficaces pour leurs prochains et qui leur permettront de gagner de l'argent. Et ça se ferait de façon tout à fait naturelle en laissant faire. De même pour ce qui est de la charité, ça a toujours fonctionné. Et le simple fait que systématiquement les gens posent la question ah mais comment on va faire pour les pauvres, le simple fait que cette idée vienne à l'esprit des gens et de quasiment tout le monde, c'est bien la preuve que si on laisse faire, il y aura des gens qui seront prêts à donner pour ça. Ça va de soi. Tout à fait. Et pour continuer aussi ce que je disais tout à l'heure, ça permettrait de faire disparaître tout simplement les formations qui ne permettent pas d'avoir un emploi. Et ça aussi, ça aiderait les plus pauvres, en tout cas les gens qui viennent des catégories sociales les plus défavorisées. Parce qu'en France, on a un système qui est très obscur. Et en fait, on se rend compte que très souvent, les gens qui sont issus de milieux sociaux défavorisés, ils comprennent pas très bien les rouages. Ils comprennent pas la différence entre faire une grande école de commerce ou d'ingénieur et faire la fac publique ou faire une école privée payante mais qui elle n'a pas le statut de grande école, etc. Donc comme ça on crée en fait des injustices parce qu'il y a des gens tout simplement qui prennent des mauvaises décisions parce qu'ils sont mal renseignés. Donc avec un système privé, on peut quand même penser que très très rapidement ce genre d'école qui ne permettent pas d'avoir un emploi et qui parfois aussi coûtent cher finirait par disparaître parce que les gens ne voudraient plus payer pour ça. Ça finirait par se savoir. Alors on a Jack qui nous dit c'est quoi les pauvres? C'est déjà une catégorie arbitraire, on est toujours le pauvre d'un autre. Tout est relatif. Ouais, T'en tout à penses, fait. Et Olivier? puis, oui, et en plus, dans le cadre de l'éducation, c'est d'autant plus un mauvais argument que très souvent, on se rend compte que les parents, leur premier poste de dépense, c'est leurs enfants. Ils veulent toujours leur donner le meilleur pour eux. Donc, à mon avis, il est évident que l'éducation, c'est un des premiers, sera leur premier poste de dépense avec la nourriture, quoi, grosso modo. Enfin, encore une fois, sous tous les plans, c'est un argument bidon, en fait, enfin, qui n'a aucun sens. Mais bon, c'est Oui, important de monter. pour ce qui est de l'éducation des pauvres, notamment il y a un livre qui s'appelle The Beautiful Tree de quelqu'un qui s'appelle James Tooley, un universitaire britannique qui s'est penché sur cette question. Je vous mets le lien si vous voulez. Alors c'est en anglais, hein, si vous aimez l'anglais, ou si vous voulez progresser en anglais, c'est un bon moyen, c'est facile à lire. Et ce bouquin est excellent. C'est juste, il explique en fait ses expériences en Afrique et en Asie aussi, en Inde notamment. Et c'est simple en fait. Il est allé avec des chercheurs. Ils sont allés à la recherche des écoles privées pour voir en fait comment les pauvres étaient, si les pauvres arrivaient, les pauvres des pays pauvres. Là, on est vraiment sur une cible. On peut pas faire plus pauvre. Est-ce que eux, ils arrivaient finalement à avoir une éducation? Et ce qu'il observe, hein, c'est très simple en fait, c'est que bah, naturellement en fait, les gens s'organisent pour faire en sorte que les enfants ils puissent avoir un minimum d'éducation. C'est très simple. À partir du moment où les gens arrivent à gagner assez euh, pour gagner au-dessus de ce qui permet de survivre en fait, à partir du moment où on peut avoir un petit peu d'argent de côté, les gens, et notamment les pauvres, sont toujours prêts en fait à financer l'éducation de leurs enfants, parce que bah, notamment c'est les premiers à savoir ce que c'est que d'être pauvre. Ils veulent en sortir, ils veulent que leurs enfants en sortent, et ils savent que c'est dur de pas avoir été formé intellectuellement, et donc de devoir vivre vraiment la vie à la dure des métiers manuels dans les pays pauvres. Et le fait est que ce soit par charité ou juste de façon vraiment purement privée par le profit, les écoles privées s'organisent et elles fonctionnent parce qu'elles sont ultra compétitives par rapport aux écoles publiques
qui sont pas vraiment des écoles en fait. La plupart, en fait, il y a une telle dans les pays pauvres, il y a une telle corruption que finalement les élèves de l'école publique, ils apprennent pas grand-chose en fait. Et donc, bah, naturellement, des écoles privées s'organisent. Il suffit de laisser faire. Et ça, bah, c'est une des choses que prouve James Tooley par ses études. Ouais. Peut-être qu'aussi on peut parler des pays qui ont pris comment dire, ont suivi des réformes qui sont pas du tout libertariennes, hein, mais qui sont d'inspiration relativement libérale et pour lesquelles ça a plutôt bien marché. Je pense notamment aux pays baltiques et aux pays, enfin notamment l'Estonie et dans une moindre mesure les pays scandinaves. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si on regarde les pays qui ont les meilleurs résultats en termes en termes scolaires, il y a deux grands groupes, hein. Grosso modo, c'est d'une part les pays d'Asie du Sud-Est et d'autre part, comme j'ai dit, l'Estonie et les pays scandinaves. Donc, à mon avis, les pays d'Asie du Sud-Est, c'est pas du tout un modèle, parce qu'en fait, ils ont de très très bons résultats, surtout parce que leurs enfants travaillent littéralement comme des esclaves jusqu'à très très tard le soir et travaillent énormément. Donc, moi, je sais pas, peut-être que c'est un modèle pour certains, mais je pense que peut-être on peut trouver mieux. Maintenant, si on regarde ce qui s'est fait, par exemple, en Suède, eux, ils ont mis en place le chèque éducation, même si c'est vrai que c'est pas encore un top pays. Enfin, ils n'ont pas encore des résultats absolument mirobolants, mais toujours mieux que la France. Le pays qui a vraiment décollé sur le plan scolaire, c'est l'Estonie. Et comment elle s'y est prise? Bah, de manière assez simple. Déjà, elle a mis en place le principe de subsidiarité, alors qu'au maximum, ils ont délégué la prise de décision au niveau local. Donc, c'est les écoles à l'échelle de la ville, voire du quartier, qui décident comment elles s'organisent. Elles décident le contenu des cours. Le contrôle des résultats aussi est fait de manière véritablement indépendante. Et les parents d'élèves ont leur mot à dire sur la manière dont on va évaluer le contenu. Donc, de manière générale, on peut dire que quand même, c'est des réformes qui étaient d'inspiration relativement libérale. Et il faut bien comprendre qu'aussi, si elles ont été prises, ces réformes, c'est parce qu'avant, ben, il y avait un système communiste et ils avaient vraiment envie de faire l'opposé de ce qu'ils avaient connu, en fait. Donc je pense que l'Estonie est un modèle pour la France, non pas un modèle parfait, mais un modèle qui permet d'aller au moins dans la bonne direction. On a Stéphane qui nous dit: pourquoi ce chèque éducation? Il suffit juste de ne plus rendre l'école obligatoire. Juste ça, ça suffit. Tout s'écroulera. Oui, bah, nous on est d'accord avec ça, c'est juste que voilà, on avait envie aussi de présenter des idées qui ont été défendues par des auteurs comme Friedman, ça nous semblait intéressant, mais évidemment qu'il faut aller dans l'idéal jusqu'au bout de la logique et avoir un système entièrement privé et sans qu'il y ait de financement par l'État. Parce que s'il est financé par l'État, c'est qu'il est financé par l'impôt, et l'impôt c'est du vol, c'est aussi simple que ça. Oui, et de ce que j'ai compris, d'ailleurs, Friedman était d'accord avec ce que tu as dit, hein. Il mettait l'accent en fait sur ça, parce qu'il voulait changer les esprits progressivement, y aller progressivement, plutôt que de dire tout privé, puis fin. C'était une façon aussi pour lui d'y aller lentement, pour faire bouger les choses. Il avait peur d'être trop radical, en fait. D'ailleurs, son fils, lui, Oui, ouais, pour le coup. Friedman, lui, il allait beaucoup plus loin, il a repris la pensée de son père et il l'a, entre guillemets, radicalisé. Enfin, Pour le coup. Donc oui, après, pour les solutions, bien évidemment, il y a le homeschooling. Donc le homeschooling, on peut imaginer, par exemple, comme cas de homeschooling, juste des curriculums qu'on choisit sur Internet. Et on comprend en fait que le coût va être nettement moindre par rapport à l'éducation nationale. L'éducation nationale, il faut avoir tout un complexe de grands bâtiments, d'écoles, pour mettre plein d'enfants dedans. Il faut des profs, il faut que les profs ils soient formés pendant je sais pas combien d'années, etc. Alors que là, fondamentalement, avec Internet, n'importe qui peut faire des cours sur n'importe quoi. Et de ce fait, ça peut ne rien coûter. Il suffit d'avoir le meilleur prof de la planète sur un sujet qui fait tout un cursus de cours. Il met ça en ligne et après il passe le restant de ses jours sur une plage à se dorer la pilule et c'est réglé. Et lui, il encaisse son argent et on n'a plus besoin de profs dans la matière considérée. Et c'est réglé. Et avec tout le monde qui lui donne de l'argent, je veux dire, le coût du cours, ça peut être quasiment gratuit. Enfin, ça peut être gratuit d'ailleurs si c'est financé par des pubs ou quoi. Enfin, je veux dire, ça fait que l'éducation est disponible au prix d'Internet. Le prix d'Internet de nos jours, c'est rien. On peut être vraiment éduqué avec rien. Je vous parle même pas de Wikipédia, quoi. Enfin, on comprend bien que avec le processus de l'information décentralisée
qu'offre Internet, l'éducation nationale, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus aucun sens. Eddie, tu voulais Ouais, rajouter quelque chose? Non, j'allais juste rebondir parce que effectivement, Stéphane fait une remarque intéressante. Je précise, je ne demande pas de tout privatiser, mais de cesser le monopole, car la concurrence joue à l'heure. Alors oui, je ne sais pas, peut-être que j'ai pas été clair quand je me suis exprimé. Alors, la seule chose que je dirais, c'est que certes, mais je pense que le jour vous mettez l'école publique en concurrence avec des écoles véritablement privées, moi je laisse 3 ans max à l'école publique, hein, face à la concurrence d'écoles qui s'organisent librement. C'est juste un point de vue personnel. Mais à mon avis, je ne donne pas cher de sa peau. Ça marche pour tous les services publics d'ailleurs. Oui, oui, je suis bien d'accord. Ça ne me gêne pas qu'il y ait telle chose qui soit publique si à côté j'ai le choix de passer par un système privatisé. Mais encore une fois, je ne lui donne. Enfin, à mon avis, l'espérance de vie de ce service est très, très, très courte. Oui, bah oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils mettent autant d'emphase et d'efforts pour que ce soit obligatoire. Parce qu'ils savent bien que si c'est plus obligatoire, c'est fini pour eux. Leur service, il va disparaître. Plus personne n'en voudra. Personne ne sera dupe. Et j'aimerais quand même préciser, prendre quelques minutes pour vous présenter le unschooling, qu'on appelle aussi apprentissage libre. Ça me semble important parce que en tant que libertarien, ça me semble être la façon d'instruire qui respecte au mieux le principe de non-agression. Donc en quoi est-ce que ça consiste le unschooling? Le unschooling, c'est simple, c'est tout simplement l'absence de curriculum. Donc c'est même pas un curriculum qui n'est pas imposé s'il n'y en a pas. Ou alors si on peut dire qu'il y a un curriculum, le curriculum c'est quoi? C'est la curiosité. Voilà, donc pourquoi s'intéresser au unschooling? Donc comme je vous dis, parce que ça respecte le principe de non-agression. On va pas imposer un curriculum à un enfant, quel que soit ce curriculum. Et c'est aussi, à mon sens, le seul moyen d'obtenir ce qu'on appelle un apprentissage authentique, c'est-à-dire un apprentissage où l'information est comprise et retenue. Parce que, bon, on comprend bien qu'après 12 ans et quelques d'éducation nationale, oui, on en a vu des informations passer. On en a entendu plein. La question, c'est qu'est-ce qu'on a retenu et qu'est-ce qu'on a compris? J'ai envie de dire, au final, probablement pas grand-chose. Donc, si on enlève le curriculum et que finalement les enfants sont poussés par leur curiosité, par leur enthousiasme, eh ben, ils vont se mettre à chercher des informations qui leur sont utiles et qui leur servent sur le moment, qui leur permettent de réaliser leurs objectifs vraiment sur le moment. Et ça va venir de l'intérieur, pour le coup, d'une volonté intérieure plutôt que d'une coercition extérieure. Et ça va faire que l'information va être comprise et retenue. Donc, à mon avis, c'est beaucoup plus efficace. C'est vraiment la façon la plus efficace d'apprendre, et qui plus est avec le sourire. Ensuite, vous allez me dire comment ça fonctionne. C'est un peu facile à dire. Je vais vous décrire ça en quelques mots. Globalement, ça fonctionne en considérant les enfants comme des personnes à part entière, en leur laissant la liberté de choix, en étant à leur écoute, en étant curieux de ce qui les intéresse et en restant connecté avec eux. C'est pour ça que l'idéal, c'est que ce soit fait avec un parent, qu'il y ait au moins un des deux parents qui soit là pour accompagner l'enfant, pour l'aider s'il a des questions, et de façon générale en restant en contact du monde, parce qu'on se doute bien que si l'enfant il est enfermé chez lui et qu'il n'a pas internet et qu'il y a 3 bouquins dans la maison, il ne va pas apprendre grand-chose, hein. Voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite vraiment à lire un livre d'une dame qui s'appelle Pamela Ricca, qui s'appelle Libre d'apprendre. Ça, pour le coup, c'est en français, je vous mets le lien. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller jeter un œil là-dessus. Dans ce livre, vous verrez vraiment comment ça fonctionne, de façon beaucoup plus concrète et détaillée que ce que je vous dis. Et je vais finir de parler de unschooling en vous citant John Holt, qui est un des fondateurs du mouvement de l'unschooling, où il met bien l'accent justement sur le fait que finalement c'est la seule façon de respecter le principe de non-agression, et c'est la seule instruction qui considère l'enfant vraiment comme une personne à part entière. Donc je vous cite John Holt, je cite: « Après le droit à la vie lui-même, le plus fondamental de tous les droits de l'homme est le droit de contrôler notre esprit et nos pensées. Cela signifie le droit de décider par nous-mêmes de la manière dont nous allons explorer le monde qui nous entoure, réfléchir à nos propres expériences et à celles des autres,
et trouver et donner un sens à notre vie. Quiconque nous retire ce droit, comme le font les éducateurs, s'attaque au cœur même de notre être et nous inflige la plus profonde et durable des blessures. Il nous dit en effet que l'on ne peut pas nous faire confiance, ne serait-ce que pour penser que pour toute notre vie, nous devons dépendre des autres pour nous dire quel est le sens de notre monde et de notre vie. Et que tout sens que nous pouvons nous forger par nous-mêmes, à partir de notre propre expérience, n'a aucune valeur. Voilà. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner sur le unschooling, bien que en France, ce ne soit plus possible. Donc si vous avez prévu d'aller à l'étranger, ou si vous avez prévu de militer pour le unschooling, en tout cas, sachez que c'est fascinant. Moi, en tout cas, je trouve ça absolument fascinant de se renseigner sur ce sujet et de se rendre compte que finalement, quand on laisse faire un enfant dans un environnement approprié, il peut grandir et apprendre par lui-même, parce que finalement, apprendre, c'est quoi? C'est ce qu'on fait tous les jours. La vie, c'est apprendre, en fait. Et donc, quand on laisse faire, la curiosité, elle joue. Et la curiosité, quand elle n'est pas brisée par l'école, elle est là, elle existe. C'est une des caractéristiques de l'humanité. Et donc, il suffit de laisser faire, et ça joue son plein. Et c'est fascinant. C'est fascinant de voir, d'écouter. Pam Larika, notamment, elle a un podcast. Là, pour le coup, c'est en anglais. Mais elle interviewe les familles qui le font. Et c'est fou de voir que ça marche. Ça fonctionne. Alors, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de statistiques parce que ça reste un mouvement qui est très minoritaire. Mais ouais, je vous invite à vous renseigner là-dessus. C'est fascinant. Elie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Ou est-ce que tu as des choses à rajouter? Alors moi, sur le schooling, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Enfin, c'est intéressant, mais ce qui compte, in fine, c'est que les parents puissent choisir ce qu'ils veulent pour leur enfant, que ce soit le unschooling ou autre chose, ou des modes plus traditionnels d'éducation. Je dirais, moi, ça m'est complètement égal, les gens font ce qu'ils veulent. Ce qui compte, par contre, c'est que moi aussi, je puisse faire ce que je veux, c'est que ce soit pas imposé à tout le monde, peu importe ce que c'est d'ailleurs. Sinon, est-ce qu'on a fait le tour de la question? Je sais pas si tu parlais d'autres choses. Je pense que Non, oui, des on a- solutions, de façon générale, ouais. Non, je pense on a évoqué à peu près tout ce qu'on voulait dire. Je sais pas s'il y a encore des gens dans le chat qui ont peut-être des questions ou qui voudraient qu'on revienne sur un point ou quelque chose qu'on a dit qui n'était pas clair ou je ne sais pas. Bah ouais, petite foire aux questions. N'hésitez pas si vous avez des questions de tous ordres sur l'éducation, éducation nationale et autres. Participez. Lydia qui nous disait, je digresse un peu, il y a tout un tas de professions réglementées dont il faudra s'occuper, notaire, taxi, avocat, pharmacien. Oui, effectivement, et notamment le notaire que tu cites en premier, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est la première profession dont il faudrait s'occuper, effectivement. De toute façon, l'idée même d'avoir une profession réglementée est absurde, hein. Enfin, c'est absurde et injuste. Les notaires, qu'est-ce que tu as contre les notaires? Ils font respecter le droit de propriété et moi je sais que mes notaires, ils ont tout fait en sorte pour que je paie le moins d'impôts. Franchement, j'étais plutôt satisfait, hein, personnellement. Alors, c'est pas ça que je reproche fondamentalement au notaire. Déjà, bon, l'idée que ce soit un notaire qui fasse respecter le droit de propriété me semble pas évident, mais bon, passons sur ce point. Ce que je reproche plus au notaire, c'est que les tarifs sont réglementés. C'est-à-dire que quand tu fais une vente, par exemple, d'un bien immobilier, eh bien, c'est l'État qui décide en gros de combien tu vas payer. Pas directement, mais indirectement, c'est décidé de manière administrative. Je sais pas, mais pour moi, si on est libertarien, on est pour le libre marché et la libre fixation des prix. Je vois pas pourquoi l'État imposerait un tarif. Donc voilà ce que je voudrais reprocher. Et comme dit Stéphane, effectivement, ils ne font pas respecter le droit de propriété, ils ne font que respecter le droit positif. Effectivement. Ok. Vous m'avez bien calmé, merci. Non, mais on voulait pas te calmer, c'est juste que. Voilà. Bon. Moi qui voulais devenir notaire, vous m'avez cassé ma vocation. Non, mais ne deviens pas notaire. Oh bah toi qui veux devenir prof, honnêtement, je suis pas fier de toi, hein. Oui, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais j'ai pour projet de devenir prof, effectivement. Ça, j'ai pas été assez persuasif ce soir, je suis déçu. Tu lisais trop le chat, tu m'écoutais pas. C'est pour ça. Mais je vais diffuser la bonne parole, je vais leur parler de Mises, de Hayek, de Rothbard, de Hope, de tout ce que tu veux. Je vais diffuser la bonne parole. Ouais, mais t'échapperas pas à la leçon cachée. À la leçon cachée. Ça t'y échapperas pas. Et ça, c'est malheureux.
Eh ouais, mais bon, tu préférais que je fasse quoi? Que je devienne avocat? Tu vas Je pense que... devenir un gardien de prison. Tu Mais vas garder non, des gens dans des prisons. Non, je non, serais- non, non. Le gardien de prison, c'est le cas pour les enfants qui sont en âge obligatoire d'aller à l'école. Effectivement, après, pour la fac, ils sont pas obligés d'être là. Enfin, si tant est que tu finisses à la fac. Même au lycée, de toute façon, les gens sont assez âgés pour aller voir ailleurs. Ok. N'hésitez Bon, bah, pas à envoyer des petites questions, hein. j'ai du taf de formation à l'Institut Mises Comover. Bah, ce serait avec plaisir, Stéphane. Avec grand plaisir. Oui, il y a un institut Mises français, alors, si je ne m'abuse. Ouais, oui, bah oui, enfin, je pense que c'est ça dont il parle, qui vient juste d'être créé. J'imagine. Ah bah j'avoue, effectivement, si c'est pour avoir un job là-bas, ouais. Ok, là, je pense que je peux tolérer. Je continuerai à t'adresser la parole. Bon, bah écoutez, mesdames et messieurs, je pense que si tout est bon, on va vous souhaiter une bonne soirée, peut-être un bon appétit. On a été très heureux de discuter avec vous. C'était très agréable, donc il y avait beaucoup de gens dans le chat. Et on vous dit à très vite, parce que comme on l'avait dit déjà la dernière fois, on va avoir un débat qui va arriver vendredi 5 novembre, si je dis pas de bêtises. Et on aura d'autres émissions à thème. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire là dans les commentaires peut-être quel thème vous intéresserait. Nous, on a plein d'idées. Mais s'il y a un thème qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à nous le dire, soit sur ce live, soit sur un des lives suivants, et on essaiera de vous faire plaisir. Bah ouais, ça fut un plaisir. Désolé encore pour les problèmes techniques. On essaiera de régler ça pour la prochaine fois. Et bah, merci de votre patience vis-à-vis de ces problèmes. Et bah, très bonne soirée à tous. Et des bisous. Bonne soirée! Bye bye.